Mort en 1376, il s'assura que sa crypte soit ornée de sculptures en pierre représentant le visage de son épouse bien-aimée. Mais peu après, elle lui infligea une trahison déchirante. N'être héritier présomptif du trône d'Angleterre lui promettait une vie confortable, bien que lourde de pression. Mais ce ne fut vraiment pas le cas pour Édouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir. Après tout, il naquit quelques années seulement avant la tristement célèbre guerre de Cent Ans, un conflit dans lequel il jouerait un rôle majeur. Et il ne fallut pas longtemps pour que sa famille le plonge au cœur du tumulte. Dire que l'enfance d'Édouard fut un tourbillon serait un euphémisme. Son père, devenu roi à 14 ans, prépara Édouard pour une trajectoire similaire. Il tenta d'arranger un mariage pour Édouard, alors que le garçon sortait à peine de l'enfance et le nomma comte de l'un des royaumes les plus puissants d'Angleterre, à l'âge tendre de 2 ans. Édouard devint alors le plus jeune duc de Cornouailles de l'époque, mais cette période ne se résumait pas à des projets d'avenir. Une épée de Damoclès planait constamment au-dessus d'Édouard. Comme nous l'avons établi, les premières années d'Édouard furent remplies de drames, mais durant ces années les plus vulnérables, il fut aussi en grand danger. À seulement 5 ans, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles la France voulait envahir l'Angleterre. En tant qu'héritier du trône, Édouard serait l'une des premières cibles. La menace ne se concrétisa jamais, mais ce ne fut que la première des nombreuses rencontres avec le danger pour le jeune Édouard. Édouard n'était pas le seul en péril à cette époque. Son père, le roi Édouard III, marchait sur le fil du rasoir avec la France. Un conflit majeur se profilait d'un côté, la paix de l'autre. Ainsi, lorsque le roi partit pour la Flandre en 1338, il laissa le prince Édouard comme protecteur du royaume pour la première fois. Le garçon n'avait que 8 ans, et son père ne s'arrêta pas là. Édouard rejoignit son père sur le champ de bataille pour la première fois dans son adolescence. Compte tenu de la situation dangereuse dans laquelle il allait s'engager, il dut rédiger son propre testament à seulement 15 ans. Mais parce que le père d'Édouard passa toute son enfance à plonger le garçon dans des situations inconfortables, le jeune prince s'adapta bien au champ de bataille. Peu après son 16e anniversaire, le prince Édouard entra en bataille pour la première fois et révéla rapidement qu'il avait un côté sombre sérieux. Édouard avait un penchant pour la brutalité, et lors de sa toute première campagne, il laissa une traînée légendaire de destruction dans la région de Coutantin, en Normandie. Et ce n'était que ce qu'il fit en chemin vers la bataille. Au début de la bataille de Crécy en 1346, un Édouard encore adolescent dit au revoir à son père et prit sa place à la tête de quelques 2000 hommes. Alors qu'ils entraient en bataille et semaient le chaos parmi les Français, Édouard avança et commença à attaquer la deuxième ligne. Lui et ses hommes se retrouvèrent bientôt face au comte d'Alençon et réalisèrent qu'ils avaient commis une terrible erreur. Des rumeurs se répandirent sur le champ de bataille, selon lesquelles le prince Édouard était en difficulté, et elles parvinrent jusqu'au roi. Sa réaction fut absolument glaçante. Il demanda si le prince était blessé, et apprenant que ce n'était pas le cas, il refusa d'envoyer de l'aide au garçon. Le roi avait déjà fait d'Édouard un chevalier, mais ce jour-là, il déclara qu'il voulait que son fils gagne ses éperons, ou du moins donner à ses adversaires l'opportunité de remporter l'honneur de manière honorable. Oui, il choisit la chevalerie plutôt que la vie de son propre fils. Et du côté du prince Édouard sur le champ de bataille, les choses devenaient sérieuses. Le père du prince Édouard n'accourut peut-être pas à son secours, mais il avait quelqu'un sur qui compter. Sir Richard Fitzsimmons, son porte-étendard. Fitzsimmons se tint littéralement au-dessus du corps meurtri de l'héritier, repoussant les hommes qui cherchaient à l'achever jusqu'à ce que davantage de forces anglaises arrivent là pour les aider. Lorsqu'il retrouva son père après la bataille, le roi le félicita pour ses efforts. Mais la prochaine fois qu'ils se battraient ensemble, les rôles seraient inversés. Le premier jour de 1350,
Lors de la bataille de Calais, les forces françaises surpassaient largement l'unité du roi Édouard. Malgré quelques manœuvres excellentes, le roi se retrouva en difficulté jusqu'à ce que les forces du prince Édouard, le prince noir, surgissent. Non seulement le prince Édouard et ses hommes repoussèrent vers les Français, mais ils capturèrent également 3 commandants de haut rang. La chance était souvent de son côté, mais ce n'était pas toujours une bonne chose. Quand il s'agissait de produire un héritier et un remplaçant, les parents d'Édouard prenaient leurs devoirs très au sérieux. Il n'avait pas moins de 12 frères et sœurs, mais c'était le Moyen Âge, ce qui signifiait que beaucoup d'entre eux ne survivraient pas jusqu'à l'âge adulte. À partir de 1348, 3 de ses frères et sœurs succombèrent à la peste bubonique et ne survécurent pas. Il est tout à fait possible que le prince Édouard, le prince noir, ait évité de tomber malade grâce au fait qu'il était constamment loin de chez lui. Après son triomphe à Calais, Édouard prit la mer pour affronter les forces castillanes lors de la bataille de Winchelsea. Bien qu'il semblât qu'ils avaient l'avantage, il y avait un problème crucial. Leur navire était tellement rempli de fuites qu'il risquait de couler à tout moment. Heureusement, le duc de Lancaster intervint à la dernière minute pour les aider. Avec l'aide de Lancaster, le prince Édouard et ses hommes parvinrent à monter à bord du navire espagnol et à jeter les Espagnols par-dessus bord, juste au moment où leur propre vaisseau coulait. Édouard le prince noir n'avait que 20 ans, commandait une grande force et avait des territoires à Chester et en Cornouailles à gérer. Son père essayait d'arranger son mariage depuis qu'il était enfant, mais malgré ses nombreuses responsabilités, Édouard trouvait encore le temps de semer son grain. Il eut plusieurs maîtresses tout au long de ses 20 ans, et bien qu'aucune n'ait conduit au mariage, elles ont conduit à autre chose. Édouard le prince noir était prolifique sur le champ de bataille et dans la chambre à coucher. Tout au long de ses 20 ans, il eut entre 2 et 4 fils illégitimes. Bien que peu d'informations subsistent à leur sujet, l'un d'eux, Roger Clarendon, parvint à se hisser à une certaine notoriété historique. Mais comme nous le verrons plus tard, il sombra plus dans l'infamie qu'autre chose. En 1356, le roi confia à Édouard le prince noir sa mission la plus importante à ce jour. Il voulait relancer le conflit avec les Français et que son fils aîné mène la première charge en Aquitaine. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'agir avec ses hommes sur un petit navire. Il dirigeait des centaines de navires et des milliers d'hommes. C'était le plus grand défi d'Édouard à ce jour. Mais était-il à la hauteur? Le roi avait peut-être des plans ordonnés pour son invasion en tête. Mais Édouard le prince noir était là pour laisser libre cours à son côté cupide. Lui et les nobles qu'il dirigeait étaient bien plus intéressés par le pillage et les butins. Et quiconque se mettait en travers de leur chemin, eh bien, ils n'allaient pas aimer ce qu'il leur réservait. Lorsqu'Édouard entra dans une zone occupée par le comte d'Armagnac, le comte refusa de l'affronter en bataille. À ce stade, la réputation brutale du prince le précédait. Gardant le butin en tête, Édouard passa son chemin, puis se mit à brûler et piller chaque territoire qu'il traversait par la suite. Et ce n'est même pas la partie la plus sombre. Les habitants de ces régions n'étaient pas habitués à la guerre, ce qui en faisait des victimes faciles pour Édouard le prince noir. Lui et ses hommes massacrèrent de nombreux hommes, femmes et enfants dans le sud de la France, puis volèrent tout ce qui restait aux survivants. Les dégâts furent si graves que la cour papale le supplia d'envisager des négociations de paix. La réaction d'Édouard fut glaçante. Il haussa les épaules et dit qu'il ne pouvait pas arrêter sans connaître la volonté de son père. Heureusement, le champ de bataille l'appela, offrant un répit à la région. En 1356, Édouard le prince noir traversa la France pour atteindre la Normandie, où son père avait des alliés. Il continua de laisser une traînée de destruction sur son passage et s'attendait à écraser facilement un groupe de chevaliers français à Romorantin. Cependant, les chevaliers parvinrent à tuer l'un des amis du prince,
une action qu'il était déterminé à leur faire regretter. Édouard le prince noir était furieux de la perte de son ami, et il décida de se venger brutalement. On dirait qu'il n'avait pas encore inventé l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid », car le prince opta directement pour la chaleur. Il assiégea le fort en utilisant le feu grégeois et le réduisit en cendres. La prochaine fois que les forces ennemies affrontèrent Édouard le prince noir, elles surent qu'il fallait venir préparer. Édouard se présenta à la bataille de Poitiers avec quelques milliers d'hommes, et il fut confronté à une surprise terrifiante. Le roi de France avait rassemblé quelques 50 000 hommes pour l'affronter. Les hommes d'Édouard n'avaient aucune chance. Ainsi, Édouard passa d'un chef intrépide à un pion impuissant dans les négociations pour la paix. Édouard fut en fait assez généreux dans les négociations, déclarant qu'il rendrait tous les châteaux et villes qu'il avait pris, libérerait ses prisonniers et promettrait de ne pas s'opposer au roi de France pendant 7 ans. Mais le roi Jean II de France savait quelle carte précieuse représentait l'héritier du trône anglais. Il voulait le prince noir et une centaine de ses hommes comme prisonniers. Jean leur donna un jour pour décider, et ce fut une grave erreur. Les hommes d'Édouard passèrent la journée à fortifier leur position et à creuser des tranchées. Le lendemain, ils frappèrent. En quelques heures, les Anglais avaient repris l'avantage, directement des mains du roi de France. En fait, ils le capturèrent même. Ils déclarèrent une trêve et emmenèrent le roi Jean II de France directement en Angleterre. Le prince Édouard traita son captif avec grand honneur durant le voyage, lui permettant même de chevaucher un cheval bien plus majestueux pour entrer à Londres. C'était le genre de comportement qu'on aimerait voir chez un futur roi. De retour chez lui, le peuple d'Angleterre célébra les victoires du prince Édouard et l'homme lui-même. Il partagea la bonne humeur avec les hommes qui l'avaient accompagné, mais tout ce temps, il cachait un secret. Toutes ces victoires impressionnantes avaient un coût, et Édouard était ruiné. Et il n'était pas le seul. Édouard et son père avaient au moins une chose en commun. Ils étaient tous deux mauvais avec l'argent. Les problèmes financiers hantèrent Édouard et son père toute leur vie, un problème en partie lié aux effectifs anormalement nombreux qu'ils employaient. De plus, le projet coûteux d'Édouard III de prendre le trône de France creusa un trou dans son coffre que son fils n'apprit jamais à combler. La romance d'Édouard le prince noir avec Jeanne, la belle dame de Kent, est entrée dans la légende arthurienne. C'était une femme magnifique, avec une foule d'autres prétendants à ses trousses, tandis qu'il était un prince athlétique et accompli. Ils étaient également cousins germains par le côté de son père. Cela mettait un frein aux choses quand votre mariage risquait de ne pas être tout à fait légitime, même à leur époque, en raison de la consanguinité. Et ce n'était pas le seul problème. Comme si le fait d'être cousin n'était pas déjà assez problématique, l'ex-mari de Jeanne de Kent était encore en vie quand Édouard commença à la courtiser. Heureusement, le troisième larron tomba malade et succomba à sa maladie à Noël 1360. Problème résolu. Édouard ne perdit pas de temps pour presser son père de le laisser épouser Jeanne. Moins de 9 mois après le décès de son mari, plus une dispense pratique du pape en raison de leurs liens de parenté proches, ils se marièrent. Il s'avère qu'un roi de France, capturé, constitue une belle monnaie d'échange. En ayant Jean II de France comme prisonnier de guerre en 1360, Édouard put négocier un traité de paix largement en faveur de sa famille. Le traité de Bretigny donna finalement aux Anglais le contrôle total de nouvelles provinces françaises sans aucune interférence gênante. Tout cela en échange de l'avis du roi. En 1362, Édouard III accorda à son fils le contrôle officiel d'Aquitaine et de Gascogne. En échange de son titre de prince de ces terres, Édouard devait simplement rendre hommage à son père avec une once d'or par an. Il partit avec sa femme pour son nouveau domaine, et tout se passait selon le plan. Ses sujets l'accueillirent avec grâce au début. Édouard le prince noir et sa femme, Jeanne de Kent, s'installèrent confortablement dans leur nouveau domaine.
Elle avait amené les enfants qu'elle avait eus avec son premier mari, et elle remplit également son devoir d'épouse de l'héritier en donnant à Édouard 2 fils. Sans surprise, ils nommèrent le premier Édouard, comme les hommes qui l'avaient précédé. Le second devint Richard. Tout cela pour profiter de la vie familiale. Maintenant, est-ce que cela ressemble à quelque chose qu'Édouard le prince noir ferait? Il brûlait d'envie de trouver une raison de retourner sur le champ de bataille. Et lorsque Pierre de Castille perdit son trône au profit de son frère illégitime, Édouard trouva sa cause. En échange, Pierre promit à Édouard de faire de son fils le souverain de Galice. Quelle affaire, non? Eh bien, Édouard gagna rapidement l'avantage pour Pierre, mais alors qu'ils traversèrent l'Espagne, il commença à flairer une cruelle trahison. Ils avaient passé 2 ans en tant qu'alliés, mais Pierre prenait du retard dans le paiement de sa part. Avec chaque jour qui passait, il devait de plus en plus d'argent à Édouard. Pierre dit à Édouard d'attendre à Valladolid, pendant qu'il allait chercher des fonds. La chaleur de l'Espagne ne convenait pas à Édouard et ses hommes. Ils passèrent beau l'été à succomber lentement à la dysenterie et à d'autres maladies. Bien que des rumeurs sombres circulaient selon lesquelles quelqu'un les empoisonnait, ce n'était pas une attente agréable. Mais c'était bien pire que cela. Certains historiens estiment que les maladies emportèrent 4 hommes sur 5 du prince. Édouard n'en réchappa pas indemne non plus. Après son séjour en Espagne, la maladie le tourmenta pour le reste de sa vie. Et en plus de cela, il ne semblait vraiment pas que Pierre allait revenir avec cet argent. Réalisant qu'il n'allait pas obtenir ce que Pierre lui devait, Édouard retourna précipitamment en Aquitaine, tant qu'il avait encore un chemin sûr pour y parvenir. Et à son retour, il ne reçut pas exactement un accueil chaleureux. Après tout ce qu'il avait fait, Édouard était désespérément impopulaire auprès des Français. En plus de toutes les conquêtes, ils avaient financé son séjour en Espagne. Les compagnies libres, des bandes organisées de mercenaires qui parcourèrent la France à l'époque, suivirent Édouard jusqu'en Aquitaine. Il les avait engagées pour combattre en Espagne et elles voulaient leur argent. Entre elles, les autres factures impayées et le fait qu'il avait passé tout un été malade en Espagne, Édouard atteignait des niveaux d'alerte rouge. Il commença à s'aliéner les nobles de toutes parts, et des villes entières se retournèrent contre lui par centaines. Il avertit son père que les choses allaient mal, et il avait raison. En fait, elles allaient devenir bien pires. Finalement, l'Angleterre et la France déclarèrent la guerre une fois de plus. Les Français voulaient récupérer l'Aquitaine d'Édouard, mais la perte de son domaine n'était rien comparée à la perte personnelle qu'il subit lorsque le conflit éclata. Après une attaque brutale et des heures passées dans l'agonie, l'ami le plus proche d'Édouard et son allié constant, Sir John Chandos, succomba aux blessures subies au combat. Normalement, Édouard le prince noir aurait déchaîné une vengeance brutale sur les forces qui avaient éliminé son ami. Mais pour ajouter l'insulte à l'injure, Édouard était trop malade pour aller au combat lui-même. Il se retrouva tout de même avec du sang sur les mains. Cette tension atteignit son paroxysme en 1370, lorsque la ville de Limoges se souleva en rébellion contre le prince noir. Certains disent qu'Édouard massacra jusqu'à 3000 personnes en représailles, mais en fait, les historiens regardent de plus en plus avec scepticisme ce chiffre de 3000 victimes dans cette rébellion de Limoges, le chapitre le plus infâme de la vie du prince noir. L'énorme nombre de victimes dans cet épisode fut popularisé par un historien victorien. Cependant, en 2008, un autre historien suggéra que ce nombre pourrait en réalité être aussi bas que 300 victimes au total. En se retirant, Édouard le prince noir devint encore plus malade. Il ne pouvait même plus monter à cheval, mais le pire était encore à venir. En 1371, peu après ses pertes dévastatrices sur le champ de bataille, il rentra chez lui et reçut la nouvelle d'une perte atroce à la maison. Son fils aîné était mort de la peste bubonique à seulement 5 ans. Son chagrin le rendit encore plus malade, ne laissant de lui qu'une coquille vide de l'homme qui avait autrefois conquis de vastes étendues de l'Europe. Après une vie de combat,
il semblait que le prince noir n'avait plus de combativité en lui. Craignant pour sa vie et sa sécurité, le médecin d'Édouard l'envoya en Angleterre. Là-bas, il languissait, mais lorsqu'il se replongea dans le jeu politique, il commença à se rétablir, comme le ferait un bon accro au travail. Malheureusement, les coups continuèrent de pleuvoir. Les circonstances l'obligèrent à abandonner les territoires qu'il avait autrefois gouvernés en Aquitaine et en Gascogne. Entre cela et le décès de son fils aîné, c'était comme s'il avait perdu tout ce pourquoi il s'était si durement battu au cours de la décennie précédente. Édouard le prince noir géra-t-il bien la situation? Pas vraiment. Les talents d'Édouard sur le champ de bataille ne se traduisaient pas en compétences diplomatiques. Malgré tout, malgré quelques faux pas, comme avoir gravement insulté un archevêque, il parvint à faire quelques progrès et même à réparer certains des dommages qu'il avait causés. Il libéra certains habitants du Cheshire d'un système corrompu, mais il y avait peut-être une raison troublante derrière ce changement de cœur. Il semblait qu'Édouard tournait enfin son attention vers une gouvernance correcte du territoire. Vous savez, maintenant que toutes les conquêtes étaient terminées. Mais en réalité, tout cela était peut-être parce qu'il savait que la fin était proche. Édouard était plus malade que jamais, et en 1376, il était certain qu'il ne tiendrait plus très longtemps. Édouard le prince noir, le guerrier le plus redoutable d'Angleterre, avait probablement cru qu'il périrait sur le champ de bataille. Mais maintenant, il semblait qu'il mourrait dans l'agonie, souffrant d'une maladie brutale et indigne. En mai 1376, Édouard était gravement malade. C'était si grave qu'il s'évanouissait régulièrement. À certaines occasions, lorsqu'il s'effondrait, son propre personnel soupçonnait qu'il avait rendu son dernier souffle, seulement pour qu'il se relève et vive un jour de plus. Finalement, le 8 juin, une semaine avant son 46e anniversaire, il succomba à sa maladie. L'homme que tout le monde pensait devenir un roi légendaire n'en eut jamais l'occasion. Bien sûr, on lui offrit des adieux dignes d'un guerrier redoutable. Mais n'oublions pas qu'il était aussi l'héritier du trône, ce qui compliquait les choses. Le roi Édouard III survécut à son fils aîné, ce qui mit en question la succession du trône. Le fils légitime survivant du prince Édouard, Richard, était le suivant dans la lignée pour le trône, mais il n'était encore qu'un enfant. Le roi signa immédiatement des documents plaçant Jean de Gand, son 4e fils et un Lancastrien, en 2e position dans la lignée. Un an plus tard, Édouard III suivit son fils dans l'au-delà, créant un chaos qui faisait écho à celui dans lequel son fils était né. À bien des égards, le sombre destin d'Édouard le prince noir mena aux guerres des Roses. Les batailles entre ses frères et sœurs restants et leurs descendants pour le trône pendant le règne du fils d'Édouard, Richard II, furent absolument légendaires. Et Richard n'était pas le seul à se retrouver au milieu de ce chaos brûlant. Ce n'est pas facile d'être le fils illégitime d'un prince mort avant son temps, surtout quand tant de descendants se disputent le trône d'Angleterre. Personne ne le savait mieux que Roger Clarendon, le fils d'Édouard, issu d'une liaison, né vers 1350. Roger vécut paisiblement pendant des années, mais après la mort de son père, il se retrouva soudainement dans le viseur de la famille royale anglaise. Roger Clarendon finit malheureusement par payer le prix des péchés de son père. En 1402, le roi Henri IV le fit pendre, suspecté d'être un prétendant. Roger, alors âgé de 52 ans, essayait-il réellement de prendre le trône? Cela reste flou, mais ceux qui s'opposaient à Henri IV ne le pensaient pas. Et il pourrait n'avoir été qu'un autre pion innocent perdu dans les guerres des Roses. Lorsque le prince noir mourut en 1376, il s'assura que sa crypte soit ornée de sculptures d'art en pierre représentant sa femme bien-aimée. Mais lorsqu'elle décéda, elle choisit d'être enterrée à côté de son premier mari, Thomas Holland, comte de Kent. Ce type n'était même pas prince. Aïe, alors, quelle était la maladie brutale
qui finit par emporter Édouard le prince noir. Cela aurait pu être n'importe quoi, de la néphrite au son plaisant à la cirrhose, ou même à l'œdème, mais la théorie dominante est bien plus macabre. De nombreux historiens soupçonnent qu'une dysenterie amibienne de longue date, oui, de vilaines créatures dans les intestins, fut ce qui l'emporta. Après cette expérience en Espagne, cela semble logique. Le fait qu'il souffrait de graves problèmes d'estomac pourrait expliquer sa personnalité sombre et ses sautes d'humeur. Mais je doute que cela constitue une excuse. Il existe plusieurs théories sur la raison pour laquelle Édouard le prince noir portait un surnom aussi intimidant. D'une part, il y a un autre prince, Édouard célèbre, qui occupe une place dans l'histoire anglaise. Certains disent que c'était parce que son armure en bronze avait pris une patine noire. Mais beaucoup s'accordent à dire que tout cela était lié à son mauvais caractère et à son histoire de brutalité absolue. Quand ça colle, ça colle. Sur son lit de mort, les prêtres d'Édouard supplièrent le prince mourant de demander pardon, non seulement à Dieu, mais aussi à tous ceux qui l'avaient blessé dans sa vie. Bien que ce fût une pratique assez courante pour un chrétien médiéval mourant, cela prend une toute autre tonalité à la lumière de l'histoire barbare d'Édouard. Merci d'avoir regardé l'histoire d'Expo A. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables sur tout.